Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir dans le cadre de la seconde conférence du mandat 2022 d'Isegoria et de pouvoir recevoir à cette occasion une personnalité éminente de la géopolitique française, M. Frédéric Ancel. À travers votre parcours, c'est un profond attachement pour les valeurs républicaines, la laïcité et l'égalité homme-femme qui est célébré. En témoigne votre nomination en tant que chevalier dans l'Ordre national du mérite le 17 mai 2009, ou bien votre militantisme anti-négationnisme, qui s'illustra en 2011, lorsque vous créez et présidez des assises nationales annuelles de la lutte contre le négationnisme. Mais ce profond attachement fut également illustré en 2016, lorsque vous intégrez le bureau exécutif de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Monsieur Ancel, vous êtes un homme de conviction, dont les valeurs accompagnent sans entraver ni biaiser votre expertise géopolitique et votre lutte contre tout totalitarisme, en passant du fascisme à l'islamisme radical. Vous avez d'abord choisi de vous consacrer principalement à l'étude des relations au Moyen-Orient et au conflit israélo-arabe, suite à l'obtention de votre diplôme à Sciences Po Grenoble. En entrant à l'Institut français de géopolitique, vous rencontrez M. Yves Lacoste, qui sera votre professeur et directeur de thèse. Vous obtenez votre doctorat, dont la thèse s'intitule « Géopolitique de Jérusalem, représentation, stratégie et perspective autour d'une cité sanctifiée » en 1997, avec les félicitations du jury. Vous y stipulez que ce sont deux grands projets géopolitiques, l'un musulman, l'autre juif, qui ont contribué à sacraliser cette ville et établissez des perspectives quant au statut politique futur de Jérusalem, en suggérant un partage territorial qui ferait office de compromis viable. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, vous alertez quant à la menace contre les démocraties en général, la République française en particulier, que constitue l'islamisme radical. Par la suite, vous avez voulu permettre au plus grand nombre de pouvoir cerner les enjeux stratégiques et géopolitiques du conflit israélo-arabe, en rédigeant en 2004 « Géopolitique d'Israël, dictionnaire pour sortir des fantasmes », puis en 2005 « Comprendre le Proche-Orient, une nécessité pour la République », où vous traitez de la menace pour la cohésion nationale, d'une mauvaise importation du conflit proche-oriental en France. Dans ces livres, vous prônez une présentation du conflit israélo-palestinien au-delà des mythes et des fantasmes, mais aussi de la désinformation constante dont fait preuve ce conflit. Aucun tabou ne vous effraie, et avec la rigueur que l'on vous connaît, vous dépeignez un tableau nuancé des actions de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Votre passion pour la géopolitique vous mène en 2007 à obtenir l'habilitation à diriger des recherches à l'Institut français de géopolitique, ce qui viendra sanctionner la reconnaissance de votre haut niveau scientifique. Cette habilitation correspond à la plus haute qualification universitaire en France. Par ailleurs, vous obtenez le premier prix en 2015 au Grand Prix de la Société de géographie pour l'ensemble de votre œuvre. Et en 2022, vous êtes primé pour votre ouvrage « Les voies de la puissance » en mars 2022. Pour finir, Monsieur Ancel, vous disiez dans votre ouvrage « Comprendre le Proche-Orient » en reprenant la célèbre citation d'Albert Camus que « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde » et que mal traduire le conflit israélo-palestinien pourrait présenter un risque majeur pour la République française. Alors, vous nous ferez donc l'honneur de partager votre analyse sur le développement et les reconfigurations des relations entre Israël et les pays arabes depuis 1948, au caractère souvent belliqueux. Entre conflit, crise et coopération, qu'en est-il aujourd'hui ? Je laisse dès à présent la parole à mes chers camarades, Léa et Juliette. Merci Dylan. Donc, dans un premier temps, nous allons parler du conflit israélo-palestinien et nous allons faire un retour bref et historique sur ce conflit. Donc en 1967, Abba Eban, un politique israélien, a dit « Au fond, la paix n'est ici rien d'autre qu'une période plus ou moins longue entre deux guerres ». Il y a encore peu de temps, Israël a fait face à de nombreux affrontements sur l'esplanade des mosquées.
En effet, le conflit entre juifs et arabes autour de la Palestine a traversé tout le XXe siècle et depuis sa création en 1948, Israël n'a cessé d'être en guerre avec ses voisins pour motif sa création en elle-même en Palestine. Depuis sa naissance, Israël a dû s'imposer au sein d'un environnement belliqueux et a dû sans cesse justifier ses frontières. Encore aujourd'hui, on estime que ce sont 32 membres de l'ONU et encore 18 de la Ligue arabe qui ne l'ont toujours pas reconnu. D'abord, M. Ancel, pouvez-vous nous rappeler brièvement les origines du conflit israélo-arabe ? Et bien sûr, puisque nous avons 5 heures devant nous, donc pour la première partie, juste pour cette question-là. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là. J'ai pas entendu de bêtises dans l'introduction, d'abord c'est beaucoup trop flatteur, je te remercie. Tu as bien bossé, vraiment, ou alors tu es un faillot, mais non, je pense que tu as bien bossé. Non, vraiment merci beaucoup, j'ai la certitude d'intervenir dans une belle grande école, donc je suis très très honoré, et puis votre association a remarquablement organisé les choses. Alors, je veux dire, Léa est d'une constance et d'une persévérance. Je veux dire, c'est assez pénible. Voilà. Manifestement, tu es venu avec ton fan club. Donc là, je veux dire que vous pouvez la remercier ou l'injurier si ça ne vous plaît pas. C'est trop tard. Maintenant, je suis là, j'ai le micro, je le tiens. Merci beaucoup pour donc cet accueil. Merci pour ta question. Je vais essayer de faire bref. D'abord, tu as raison d'évoquer spécifiquement le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ? Parce que le titre que vous avez choisi, qui est un titre très intéressant, qui se justifie, plutôt, qui se justifiait pendant des décennies, aujourd'hui, il est doté d'un charme suranné. C'est-à-dire que le conflit israélo-arabe aujourd'hui n'existe plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contentieux, voire même de conflit, en tout cas sur le papier, entre Israël d'une part et plusieurs États arabes d'autre part, mais ces États arabes soit vivent des situations de faillite géopolitique complète. Le Yémen ne reconnaît pas Israël. Qu'est-ce que c'est que le Yémen aujourd'hui ? Voilà, je vous remercie. Bon, donc la Syrie ne reconnaît pas Israël. Oui, alors oui, bien sûr. Alors si vous voulez, je pense que Bachar al-Assad a d'autres chats à fouetter. Lui qui, déjà, directement ou indirectement, assassiné un demi-million de personnes. Donc, si vous voulez, là, on fait face à une situation dans le monde arabe, et je pense qu'on y reviendra, qui est littéralement chaotique. La Ligue arabe aujourd'hui ne représente plus la force motrice à certains égards, en tout cas un acteur des relations internationales, comme ce fut le cas depuis, au moins le premier choc pétrolier de 73 et jusqu'à, soyons charitables, l'invasion et l'annexion de l'Irak de Saddam Hussein sur le Koweït en août 1990, personne dans cet amphi n'était né à l'époque. Moi, je m'en souviens parfaitement. J'étais déjà à Sciences Po, je peux vous dire que ça a fait du grabuge. Donc là, dislocation de la Ligue arabe. Et aujourd'hui, mais je pense qu'on va y revenir, avec les accords d'Abraham, enfin aujourd'hui, il y a un peu plus d'un an, on ne peut plus raisonnablement parler de conflit israélo-arabe. En revanche, il y a... ce qui demeure, c'est le noyau dur de ce conflit. C'est-à-dire le conflit spécifiquement israélo-palestinien. Donc je vais tenter de te répondre brièvement. On a à l'origine, et je voudrais immédiatement vous transmettre, partager avec vous une très bonne nouvelle. Ce conflit n'est pas religieux. Il y a instrumentalisation religieuse du conflit. Vous me direz, c'est pas nouveau. Et ce n'est pas que proche-oriental, et ce n'est pas que juifs, musulmans, chrétiens ou que sais-je encore. Des instrumentalisations religieuses de contentieux ou de conflits, mon Dieu, je crois que c'est qu'à le dire, je crois que ça relève de la très très haute antiquité. Mais là, nous avons eu assez rapidement cette instrumentalisation. Pourquoi ? Parce que notamment, entre autres, pas seulement, et tu as bien fait de le rappeler, Jérusalem cristallise les passions. Mais à l'origine du conflit, c'est-à-dire fin 19e, début 20e siècle, je rappelle que la première rixe mortelle, les premiers morts de la rivalité ou du conflit, alors non pas israélo-palestinien parce qu'Israël n'existait pas encore, sionisto-palestinien si vous préférez, date de 1920. Bon, la première immigration, la première vague d'immigration sioniste, c'est 1881. On peut faire remonter un petit peu avant. Les gens qui venaient avant venaient dans une démarche beaucoup plus individuelle. À partir de 1881, on a ces fameuses aliotes, c'est-à-dire des vagues de migratoires juives en Palestine. Donc les sionistes, autrement dit, suivant un projet non pas religieux du tout, en général même anti-religieux et anti-clérical, anti-rabbinique, mais un projet
politique visant, d'après le mouvement sioniste, à la revitalisation, à la réappropriation, en quelque sorte, de la dimension politique, autrement dit nationale, des Juifs. Bref, rebasculer de 18 siècles ou 19 siècles après la chute de la souveraineté juive sous les coups des Romains en 70, en rebasculer de la dimension strictement religieuse et cultuelle du judaïsme à sa dimension populaire et nationale. Et quelque part remonter au roi David. Alors, en tout cas, la souveraineté de David. Alors tout ça est très patient, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais pour te répondre concrètement, 1920, les premiers morts, et puis ensuite, malheureusement, il y aura toute une série de rivalités beaucoup plus dures, lourdes, jusqu'à la guerre de 47-49, mais essentiellement 48, et puis bien sûr, les guerres suivantes. Le conflit, donc, je vous disais, n'est pas à l'origine d'un conflit religieux, c'est un conflit culturel. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que quand vous commencez avec vos gros sabots à dire à un adversaire, quel qu'il soit, un vis-à-vis, ne l'appelons même pas encore un adversaire, mais qui peut devenir un adversaire, voire un ennemi, lorsque vous venez avec vos gros sabots religieux ou théologiques et votre interprétation de la Bible, du Coran ou d'autres livres saints, ça commence extrêmement mal. Parce que si vous mettez Dieu là-dedans, on ne peut pas désobéir à Dieu, en tout cas dans le monothéisme, il vaut mieux éviter si on veut aller ensuite au paradis. Donc, si vous voulez, si vous mettez déjà du divin, si vous sursacralisez en amont de toute négociation, pendant des négociations qui peuvent advenir, là elles sont arrivées avec Oslo, c'est arrivé très tardivement, malheureusement ça n'a pas marché, mais en 93, par définition, vous aurez beaucoup plus de difficultés à convaincre vos ouailles, la population que vous prétendez représenter lorsque vous êtes un négociateur, et notamment un chef politique, que si vous venez avec des souhaits, des revendications, mais d'ordre plus politique. Si c'est politique, si c'est géographique, si c'est hydrique, donc ça concerne l'eau, si c'est démographique même, il y a souvent moyen de moyenner. On peut discuter, il n'est pas évident qu'on arrive à un accord, on peut discuter. Si d'emblée, vous sacralisez une frontière, un lieu, un site, une idée, si vous voulez, c'est très rapidement, ça devient beaucoup plus compliqué de faire des compromis, d'accepter des compromis ou de faire accepter des compromis, encore une fois, par votre propre population. Donc, ce conflit est d'abord culturel. Pourquoi? Et je conclus parce que le mouvement sioniste, je le redis rapidement, n'est pas un mouvement religieux, c'est une antinomie, c'est un contresens total d'en faire un mouvement religieux. Le premier antisionisme, et parmi les plus virulents, est évidemment un antisionisme juif, évidemment, celui des orthodoxes, et aujourd'hui encore de beaucoup d'ultra-orthodoxes, évidemment. Bon, donc ça c'est dès le début. Et puis d'ailleurs, deuxième antisionisme extrêmement virulent, qui est juif aussi, c'est l'antisionisme juif bundiste et communiste. Donc le sionisme n'est pas un mouvement religieux. Aujourd'hui, la tendance religieuse du mouvement sioniste s'est considérablement renforcée, je dis aujourd'hui depuis les années 70, on va dire ça, 70, 80, bon. Et aujourd'hui, effectivement, il représente un courant plus important en Israël qu'autrefois, certes, bien sûr, incontestablement. Mais enfin, toute la région est plus marquée par la religiosité qu'autrefois. Toute la région. L'ensemble du Moyen-Orient, du monde arabe. Et je vous fais grâce de l'Inde, de Modi, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler. Ok ? Voilà. Et de l'instrumentalisation par le camarade Poutine, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler. Non, attendez. Et, Bolsonaro, non, il n'instrumentalise pas l'évangélisme. Bon. Donc, si vous voulez, oui, bien sûr, aujourd'hui, le mouvement sioniste, dont le fruit politique est l'État d'Israël, est davantage marqué de religiosité ou de spiritualité qu'autrefois, c'est pas très compliqué, mais le sionisme n'est pas un mouvement lié, ne vient pas en tant que juif dans sa dimension religieuse pour recréer, pour faire advenir les temps messianiques. C'est pas comme ça que ça marche, c'est le contresens total lorsqu'on observe le sionisme. Et du côté arabo-musulman, on va dire palestinien, du côté des habitants de la Palestine aux alentours de 1900, disons au tournant du 19e, 20e siècle, est-ce qu'on se représente, selon le concept cher à mon maître Yves Lacoste, merci de l'avoir mentionné, de la représentation. Est-ce que ces gens-là, les gens qui habitent la Palestine à l'époque, Palestine turque-ottomane, je vous rappelle, les Ottomans perdent la Palestine en 18 au profit des Anglais, est-ce qu'ils se représentent d'abord comme musulmans, et lorsqu'ils contestent la présence de plus en plus importante de gens, alors juifs certes, mais d'Européens en réalité, est-ce qu'ils se représentent ces gens-là comme des juifs ou justement comme des Européens ?
Le problème, il est culturel à l'origine. On a une population arabe, traditionnaliste, majoritairement musulmane, mais beaucoup moins majoritairement qu'aujourd'hui. On considère qu'au début du XXe siècle, vous avez en gros trois quarts de musulmans, un quart de chrétiens. Bon, les chrétiens ne sont pas moins arabes que les musulmans. Bon, et à l'époque, sont tout aussi défavorables au sionisme que les musulmans. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on se perçoit au sein de cette population à l'époque, d'ailleurs c'est encore le cas pour beaucoup de gens dans le monde arabo-musulman et pas seulement chez les Palestiniens aujourd'hui, on se perçoit le sionisme comme une nouvelle croisade. C'est très intéressant ça, vous avez forcément entendu ça, ou comme une nouvelle volonté des Européens, ce qui revient un peu au même, de casser le monde arabe, d'établir un coin au sein du monde arabe pour défendre les intérêts européens. Vous aura pas échappé que les croisés étaient quand même très rarement juifs. Godefroy de Bouillon, pas certain qu'il était juif. Hein. Puis alors, qu'est-ce qu'ils en ont assassiné? Ah bah, s'ils étaient juifs, c'était vraiment des schizophrènes, les mecs. Voilà. Donc, non, le conflit n'est pas religieux. Et ce qui est très grave, ce qui serait très grave, allez, on va rester optimiste, ce qui serait très grave, c'est qu'il le devint. Et c'est pas impossible. Et comme à chaque fois qu'il y a une rivalité de pouvoir sur un territoire, alors ils vont me dire, oui, mais d'accord, c'est Jérusalem. Mais Jérusalem, ça a la valeur qu'on lui donne. Jérusalem a la valeur qu'on lui donne. Vous échouez sur une île déserte, vous préférez avoir des paquets de biscuits ou un lingot d'or? Bon, écoutez. Donc, si vous voulez, ça j'ai toujours, effectivement, et merci de l'avoir rappelé, camarades, j'ai toujours lutté contre une espèce de, une représentation, et je vous recède la parole, c'est promis, une représentation presque, essentialiste, consistante à faire en amont de toute autre considération, ce conflit, ce contentieux, ce conflit, un conflit religieux. Encore une fois, je me répète et je l'assume. Si c'est le cas, on n'a rien à faire ici. Nous tous, on perd notre temps, vous, moi, les diplomates perdent leur temps à essayer de régler le problème. Des hommes politiques courageux chez les Palestiniens, chez les Israéliens, perdent leur temps, parce que si c'est Dieu qui décide à la fin, écoutez, ou si c'est les dieux, laissons-les décider ensemble, puis on reviendra quand ce sera terminé, quand le plus fort aura gagné. Bon. Donc je pense que ce conflit, il est politique, il est culturel, et que par conséquent, il n'est pas si... Il est complexe, c'est difficile, on y arrivera. Car ce n'est pas fondamentalement, ontologiquement, un conflit de nature religieuse au départ. Alors justement, puisque ce n'est pas un conflit religieux de départ, est-ce que vous pensez que ce conflit a une solution sur le long terme d'un point de vue territorial et législatif? Par exemple, est-ce que la solution à 2 États est-elle viable? Alors, je pense que... Je voudrais vous citer... le Premier ministre israélien David Ben Gourion, qui répondait à une équipe de télévision française dans les années 60. Et alors il disait, monsieur le Premier ministre, quelle est la solution au conflit? Alors à l'époque, on ne parlait pas de Palestiniens, conflit israélo-arabe. Entre parenthèses, les Arabes ne parlaient pas non plus des Palestiniens. Ah oui, parce que, attendez, parce qu'en 48-49, pendant et juste après la première guerre israélo-arabe ou guerre d'indépendance d'Israël, appelez ça comme vous voulez. Israël croque et annexe une grande partie de ce qui aurait dû devenir, au regard du plan de partage de la Palestine du 29 novembre 1947, l'essentiel de l'État de Palestine. Mais l'Égypte et la Jordanie annexent une grosse partie aussi, pas loin de la moitié, de ce qui aurait dû devenir cet État. Et puis ces ballots, ils oublient d'accorder l'indépendance aux Palestiniens. De la part d'Israël, vous me direz, c'est pas gentil, mais c'est normal. Deux nationalismes concurrents, quelque part, c'est très logique. Je dis pas que c'est bien, c'est logique, quoi. Mais de la part des pays arabes, non, c'était juste une petite parenthèse nouvellement introductive. Donc, moi, je pense que ce conflit, il peut être réglé par une frontière, par l'acceptation de sa dimension, comme je le disais, politique et nationale. C'est-à-dire qu'autant il y a une conscience nationale juive, alors ça plaît ou ça plaît pas, c'est pas du tout le problème, mais la conscience nationale juive, ou le retour à une conscience nationale juive, fin 19e, début 20e, à travers le sionisme et son succès, quoi qu'on puisse en penser. Succès devenu d'ailleurs très spectaculaire, parce que un peu plus d'un siècle, un peu moins d'un siècle et demi après la première alia, donc vague d'immigration, et à peine plus de 50 ans, après le premier congrès sioniste de 1897, l'État juif était souverain.
Et depuis, il n'a jamais cessé d'être souverain. Et effectivement, tu l'as bien rappelé, il est reconnu à 193 États par, je ne sais pas, 170. Et puis bon, si vous voulez, on va être charitable avec le Yémen. On ne va pas rappeler que le Yémen ne reconnaît pas Israël. Bon, donc on a là quelque chose, une réussite fulgurante à l'échelle de l'histoire. Cette conscience nationale juive, elle existe toujours, c'est le sionisme, c'est Israël. Et pourquoi je dis que c'est spectaculaire? Parce qu'aujourd'hui, 50 ans, 100 ans après tout ce que je vous ai rappelé, eh bien, il y a pour la première fois depuis 70 après Jésus-Christ, pour la première fois, 2000 ans, pour la première fois, il y a une majorité absolue, non plus relative, mais absolue, du collectif juif, ou du peuple juif, appelez ça comme vous voulez, dans le monde, en Israël. C'est-à-dire qu'il y a plus, ou il y aura dans les toutes prochaines années, enfin c'est en ce moment, quoi, il y aura, ou il y a déjà plus de juifs en Israël que dans l'ensemble du monde. Donc on n'est plus sur une majorité relative, mais une majorité absolue. Bien. Donc ça fonctionne, il y a une vraie conscience nationale juive. Maintenant, moi j'ai vu de mes yeux vus, en travaillant depuis 1986, premier voyage sur place, mais ensuite, à partir de 92, 93, quand j'ai fait mon DEA, puis ma thèse de doctorat consacrée effectivement à ce conflit, et puis ensuite mon HDR, j'ai vu de mes yeux l'émergence, ça avait déjà commencé, mais le développement parallèle de la conscience nationale palestinienne. Et c'est alors à travers plein de choses, à travers des expressions de slogans ou de cartes en forme de pochoirs sur les murs des villes et des villages de Cisjordanie et de Gaza. À l'époque, vous pouvez y aller à Gaza, je suis allé un nombre de fois incalculable, et je maîtrise les langues. Donc en entendant les gens, les Palestiniens, parler, en lisant, bien sûr, la presse palestinienne, les ouvrages palestiniens, les ouvrages scolaires ensuite, puis l'autorité palestinienne, blablabla, etc. Et alors, elle prend une forme, il y a des formes différentes, mais comme pour le sionisme, le Hamas, c'est pas exactement l'autorité palestinienne, c'est même pas du tout la même chose. Bon, si vous voulez, il y a plein de nuances, c'est normal, comme dans toute conscience nationale. Regardez la conscience nationale ukrainienne, dont Poutine, pourtant, a priori, comme assez bien renseigné, moins qu'on puisse dire, bon, n'a pas compris qu'elle était plus qu'émergente, qu'elle était extrêmement puissante. Enfin, c'est extraordinaire, cette histoire. Bon, donc cette conscience nationale palestinienne, elle existe. Et pour moi, son expression la plus forte, la plus nette, la plus révolutionnaire, on l'a vécu. Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. 9 décembre 1987, première intifada. Où là, non seulement les Palestiniens jettent des cailloux et des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats israéliens, bon, logique, de nationalisme concurrent, logique, ils en avaient marre de la soldatesque israélienne, ça peut se comprendre, c'est évident. Mais, ils rejettent aussi les administrateurs jordaniens qui tentaient de revenir en se frottant les mains, en disant « Ah, vous n'avez pas aimé l'occupation israélienne pendant 20 ans, là, nous allons revenir. » Vous avez un peu la manière paternaliste, quoi, les bons petits Palestiniens. Bah, non, ils se sont fait virer, ils sont retournés à poil de l'autre côté. Du pont du Jourdain, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas frais. Donc les Palestiniens refusaient, et là, massivement et clairement, du fait, à mon sens, de cette véritable conscience nationale, à la fois les Israéliens, très bien, logique normale, je pense qu'on y reviendra, mais aussi les autres États arabes. Et ça, c'est vachement intéressant. Là, pour moi, on a eu quelque chose à l'époque de vraiment révolutionnaire. Alors pourquoi je prends un peu de temps, mais je te réponds dans une phrase, je conclus, oui, bien sûr, ça marchera. Oui, bien sûr, on sortira d'une zone de non-guerre ou de guerre de basse intensité, de conflit de basse intensité. Bon, une zone grise qui voit ce conflit être relégué au rang de simple contentieux, y compris par les chancelleries arabes, dont il n'aura échappé à personne ici qu'elles s'en fichent complètement de la question. Avant, ils faisaient au moins semblant de s'intéresser aux Palestiniens. Aujourd'hui, c'est ridicule. Bon, donc, il y aura une résolution, mais via 2 États. Il y a 2 nations. Il y a 2 nations, au sens le plus représentation géopolitique du terme. Il y a 2 consciences nationales. Bien. Il y a 2 revendications nationales. Il y a 2 revendications d'État-nation. L'État-nation israélien, enfin juif ou israélien, avec une forte minorité arabe à l'intérieur, mais ils existent déjà. Il y a une autonomie palestinienne qui existe, et évidemment insuffisante. Bon. Dans les villes de Cisjordanie, alors Gaza, c'est encore un autre problème, c'est le Hamas. Bon. 2 peuples, 2 États. Et vous savez, je m'excuse de ça, je ne suis pas très novateur ce soir, parce que c'est juste un petit peu le principe de l'ONU, quoi. C'est ce que l'ONU réclame depuis alors 47 bien sûr, mais depuis 67 notamment, et cette résolution, la fameuse résolution 242, suivie de la 338. Bon, tout ça, vous cliquez, vous avez ça tout de suite. Pourquoi je suis assez optimiste? Alors pas à court terme.
pas à court terme. Pour l'instant, tout le monde s'intéresse à l'Ukraine. Aux États-Unis, il n'y a pas d'espace politique pour ça. La coalition en Israël, elle est même plus majoritaire. C'est un casse-tête permanent. Et du côté palestinien, on est extraordinairement divisé entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Je le regrette, mais c'est comme ça. On est très, très divisé, mais violemment divisé quand même. Donc, à court terme, non. Mais à moyen long terme, je suis optimiste. Parce que donc, ces deux consciences nationales existent et même, elles se sont reconnues l'une l'autre. Le 13 septembre 93, c'est quoi ? Même le 11 d'ailleurs, l'échange de lettres, mais entre Rabin et Arafat, c'est la reconnaissance. Et même au plus fort de la deuxième intifada, qui a été terrible, qui a été extrêmement violente, 2000-2005, même au plus fort de la deuxième intifada, aucun des deux partenaires au processus d'Oslo n'a reconnu l'autre. Il a dit, tu fais ça, je ne te reconnais plus. Parce que ça aurait été grotesque, vous reconnaissez l'autre, vous n'allez pas le déreconnaître, ça n'a pas de sens. Eh bien, on a donc, si vous voulez, la fondation est toujours là, ou la pierre de fondation, comme diraient peut-être les religieux, est toujours là, dont je ne suis pas, donc je vais utiliser un autre terme. Là, la fondation, mais au sens presque urbanistique du terme, elle est là. Et quand vous regardez les enquêtes d'opinion qui sont réalisées très régulièrement chez les uns et chez les autres, bon an, mal an, même dans les périodes de crise et de tension, on retrouve cette volonté de... alors attention, partage, le mot est très ambigu. Hein. Partage, chacun chez soi. Donc pas un grand État binational, ça ne marche pas. Mais deux États. Chacun souhaite vivre dans son État-nation. C'est intéressant. Ça n'a jamais... et vous avez moins qu'auparavant de discours consistant à dire non, un seul État et que moi. Il y en a encore, mais moins qu'auparavant, moins qu'avant Oslo. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc oui, pour te répondre, je pense que ça se fera, et je ne sais pas quand. Je ne suis pas devin, et puis surtout, à court terme, non, ça c'est certain. Je pense que ça se fera, mais il faut pour ça réinvestir l'espace politique, l'espace diplomatique. Il faut discuter. D'accord, merci beaucoup. Là, maintenant, on aimerait s'intéresser davantage à la place d'Israël au sein du Moyen-Orient. Le mois dernier s'est tenu un sommet à Negev, donc une région désertique d'Israël. Ce sommet a rassemblé les ministres des Affaires étrangères du Maroc, de l'Égypte, Bahreïn, Émirats arabes unis, Israël et les États-Unis. Cette rencontre elle a abouti à la signature d'un accord de coopération entre les pays membres et le grand dossier des traités porté sur la menace nucléaire iranienne. Ce forum semble avoir été un succès pour Israël, qui a la volonté de le rendre régulier. Pouvons-nous alors parler d'un Proche-Orient, étant donné que ces pays membres semblent s'unir contre l'Iran ? Question presque philosophique qui nous renvoie aux Britanniques, ces voyous. Enfin, aux Français aussi, mais aux Britanniques fin 19e, début 20e siècle. Parce que le Middle East, c'est quoi ? C'est pas les Jordaniens qui ont dit tiens, si on inventait un Middle East. Hein. Donc ça provient bien évidemment des cartographes britanniques qui, dans leur pragmatisme légendaire, ont inventé littéralement une région au Middle East. Les Chinois, ils appellent pas ça Middle East. Hein. Voilà, merci. Donc c'est une représentation très, très géographique. Bon, il y avait une majorité arabo-musulmane, il y avait beaucoup de pétrole, hein, on est fin 19e et début 20e. Hein. Et puis, au milieu de cette région, qui fluctue, hein, selon les cartographes, selon les acceptions des gouvernementales britanniques, il y a la jugulaire vers la fameuse... le joyau de la couronne. Bon, ça vous rappelle votre terminal, ça. Hein. C'est-à-dire le canal de Suez. Bien, c'est le Middle East. Alors les Français, eux, vont créer un Proche-Orient. Et il n'y a pas plus de religion là-dessus que sur autre chose. C'est pas une réalisation, c'est pas une réalité scientifique, c'est pas 2+2. Mais le Proche-Orient, c'est plus franco-français, c'est-à-dire que ça concerne. Donc vous avez une très belle carte ici. Ça concerne réalisé sans doute par de jeunes lycéens. D'ailleurs, c'est très très joliment décoré, dessiné en français et en arabe. Vous avez essentiellement ce qui est coloré autour de la Syrie, la Jordanie, donc Israël, le territoire palestinien, le Liban, c'est tout petit, tout ça, l'Égypte. Donc quand on parle en France du Proche-Orient, on évoque essentiellement Israël et ses voisins, disons, alors le conflit ou pas, mais en tout cas Israël et ses voisins. Bon, donc alors pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la France a obtenu de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, en 1920 et 21, un mandat sur le Levant. Et le Levant, c'était quoi ? C'était le Cham.
En arabe, c'est la Syrie, au sens de la grande Syrie. C'est-à-dire la Syrie et le Liban, en réalité. Donc c'est pour ça que du coup, c'est resté très un concept. Mais dans le monde entier, on parle de Middle East. Alors, pour te répondre, donc moi, je vais plutôt te parler du Moyen-Orient, parce que tu vois, quand tu cites avec raison les Émirats arabes unis, qu'on voit donc à l'extrême est de cette carte, Bahreïn, donc un petit confetti juste au-dessus, enfin dans le détroit, dans le Golfe arabo-persique. Bon, alors le Maroc étant évidemment à l'extrême ouest, Maghreb, c'est l'ouest, hein. C'est l'Occident en arabe, on trouve vraiment plutôt l'ancien Middle East. En fait, tu viens de pointer le doigt sur l'illustration, quelque part la plus spectaculaire, du fait qu'il n'y a plus, aux yeux de la majorité du monde arabe et des chancelleries dans le monde entier, de conflit israélo-arabe. Il y a encore un contentieux entre Israël et certains États arabes, je vous l'ai dit, un contentieux entre Israël et les Palestiniens plus spécifiquement, je vous l'ai dit aussi, mais il n'y a pas de conflit israélo-arabe. C'est-à-dire que l'Égypte, regarde bien cette carte, l'Égypte, en 78, à Camp David, avec Sadat, grand homme d'État, signe la paix avec Israël. Depuis, elle ne l'a plus jamais, cette paix n'a plus jamais été remise en cause. C'est l'une des plus solides, sinon la plus solide de tout le Moyen-Orient. Camp David, entre États-Unis, Israël et Égypte. On l'oublie, hein, c'est une paix tripartite. Égypte 78. Or, c'est l'État arabe le plus puissant. Donc là, la Jordanie, de l'autre côté de l'État d'Israël, et du Negev que tu as mentionné, donc la pointe sud de ce losange qui parfois illustre un peu Israël, bon, là en rose ou en violet, la Jordanie signe la paix de la Harava, le 26 octobre 1994. Et ça fait déjà les deux principaux États frontaliers d'Israël qui signent la paix avec Israël. Alors bon, le Liban, pas un acteur important. Il restait que la Syrie, donc, qui a été seule, et dont vous savez ce qu'elle est devenue. Ensuite, la Mauritanie, à l'extrême ouest, en 99, reconnaît l'État d'Israël. Bon, c'était pas un acteur primordial, hein. Il reconnaît quand même l'État d'Israël. Par ailleurs, en 96, pendant les accords d'Oslo, 4 États, tu en as cité 2, Bahreïn et les Émirats arabes unis, mais à l'époque, le Koweït et Qatar aussi, ouvrent un bureau d'intérêt commercial avec Israël. Ils ne reconnaissent pas Israël, mais ils ouvrent un bureau d'intérêt commercial. Quant au Maroc, alors écoutez, le Maroc, depuis... il fallait être naïf ou ne pas du tout connaître, ce qui n'est pas un tort, ce qui n'est pas un défaut, hein, la région et la géopolitique de la région, pour imaginer encore que le Maroc n'était pas en paix avec Israël. Ça n'a pas de sens. Bon. Depuis les accords, la rencontre d'Ifrane, déjà, tout ça, ça remonte à 86-87. Bon, le Maroc a toujours entretenu d'excellents rapports avec Israël pour plein de raisons. Bon. Donc, si vous voulez, là, on a cette réunion au sommet, donc avec plusieurs États arabes, avec les États-Unis, intéressant quand même, hein, en toile de fond, en acteur quand même toujours majeur, en Israël même. Mais attention, il y a quelques mois de cela seulement, il y avait déjà eu peut-être presque plus spectaculaire, enfin moins sur le plan, tu as eu raison de rappeler là, ce fait diplomatique, mais sur le plan militaire, il y avait dans ce même espace du Negev, mais dans les airs, des chasseurs bombardiers émiratis, donc arabes, qui s'entraînaient dans le cadre de manœuvres annuelles organisées par Israël. En général, il y a Israël et les États-Unis, c'est assez classique. Et puis, là, cette année, pour la première fois, il y a eu une chasse arabe qui s'est entraînée avec la chasse israélienne. Enfin, je suis désolé, on ne peut pas parler de conflit israélo-arabe, il faut arrêter avec ces bêtises. Bon, d'ailleurs, il y avait la France pour la première fois aussi. Et la chasse indienne, grecque, italienne, je crois allemande, bon, américaine évidemment. Bref, donc il y avait, je crois que j'en ai pas oublié, il y avait 7 ou 8 États qui s'entraînaient, dont pour la première fois un État arabe. Donc tu vois, ça mène tout de suite à ce que tu viens de dire. Et les accords d'Abraham de décembre 2020, si ma mémoire est bonne, ont là aussi traduit ont matérialisé le dernier clou planté dans le cercueil de cette vieille représentation d'un conflit israélo-arabe. Alors, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que... Moi, je ne suis pas favorable à la mise de la poussière sous le tapis, quoi, hein. On peut très bien fanfaronner et s'entendre parfaitement entre États. Vous savez, je n'ai pas inventé la formule, c'est Hegel, hein, les États n'ont que des intérêts. Et les Émirats arabes unis, les Palestiniens, ça les passionne, mais beaucoup moins que leurs propres intérêts. Si vous voulez. Et aujourd'hui, tu as évoqué l'Iran. L'Iran, c'est vraiment l'épouvantail pour la plupart des États arabes, dont la quasi-totalité sont des États sunnites, comme vous le savez. Hein, quasi, parce que l'Irak, c'est un cas à part. Bon. Et puis le Liban, quand il sera un État, il nous appellera. Bon. Donc la majorité des États sont des États, je le regrette malheureusement, pour la population libanaise, bien évidemment. Bon, en tout cas, la grande majorité des États arabes sont des États sunnites. Bon. Et l'Iran joue une géopolitique très
pan chiite, actionnant le levier et instrumentalisant le levier religieux que j'évoquais tout à l'heure, à des fins étato-nationales, qui peuvent se comprendre. Bon, on pourra y revenir. Et face à cela, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, d'autres États, l'Égypte, le Maroc, bien sûr, font partie d'une espèce de coalition, parce qu'il y a des nuances, mais on va dire, pour faire court, d'une grande coalition, à la fois anti-djihadiste et anti-expansionnisme iranien. Israël s'y retrouve. Israël s'y retrouve sur les deux, non seulement Israël, mais la France et beaucoup d'autres États. Anti-djihadistes et anti-expansionnistes iraniens, on y est, on veut jouer aussi. Et de ce point de vue-là, je pense que les prochains mois, les prochaines années seront marqués par la résolution, d'une manière ou d'une autre, par la guerre ou par la paix, d'un clivage aujourd'hui beaucoup plus profond que le vieux clivage israélo-arabe, qui est effectivement le clivage sunnite-chiite. C'est pas nouveau, je vous dis ça, malheureusement, j'invente rien ce soir, mais qui a connu une remontée en force dans les années 70-80 avec l'arrivée au pouvoir de Khomeini en 79, mais enfin qu'il a vraiment atteint, j'espère que ça a atteint son acmé, parce que sinon on va à la guerre. Et quelque part on y est déjà par procuration. Au Yémen, ce qui se passe, c'est quand même pas mal, un affrontement par procuration entre les deux puissances importantes sur le plan religieux de l'islam, c'est-à-dire, prétendument, importante, à leurs propres yeux respectifs, l'Iran pour le chiisme et l'Arabie saoudite pour le sunnisme. Voilà, je ne sais pas si je t'ai répondu peut-être un petit peu trop longuement, mais de ce point de vue-là, Israël, au fond, est vu par la majorité des États arabes, des régimes arabes. Pour les populations, je pense que c'est moins facile, mais en tout cas pour les États arabes, qui sont de toute façon tous autoritaires dans la région, je crois qu'on est bien d'accord. Donc par des régimes arabes comme un moindre mal, voire un allié extrêmement précieux. Donc vous parlez de l'expansionnisme iranien et la volonté des pays arabes, mais pas seulement, aussi des pays européens et du monde d'y lutter. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une nouvelle guerre froide entre, par exemple, l'Iran et l'Arabie saoudite ? Absolument. C'est ce qu'on a fait. Absolument. C'est une guerre froide. En cela que on ne se bat pas directement. Vous savez que jamais un soldat américain n'a jouté contre un soldat soviétique et vice-versa, même pas d'ailleurs russe. Même pas avant l'avènement du bolchevisme, je crois. Il y a eu des tensions, mais je ne crois pas qu'il y ait jamais eu d'affrontement direct. À vérifier, mais je ne crois pas. Donc il n'y a pas d'affrontement direct entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Alors il y a eu des frappes à partir de drones iraniens, qui d'ailleurs n'ont pas été totalement assumés, sur des installations pétrolières saoudiennes. Bon, c'est extrêmement vilain, mais c'est pas une guerre directe, quoi. Donc de ce point de vue-là, on a une caractéristique guerre froide. Et puis par ailleurs, chacun, je vous l'ai dit sur le Yémen, joue lutte contre l'adversaire principal via des groupes ou des États interposés, les fameux proxys. Bon. Donc oui, on a affaire à une véritable guerre froide. Elle est de nature, on va dire, plus religieuse que politique, encore que. Je crois que vous l'avez constaté, mais très très méfiant sur une espèce de structuralisme géopolitique qui ferait de la plupart des conflits religieux ou spirituels. On joue beaucoup là-dessus, mais quand vous savez que l'Arabie saoudite est la première réserve de pétrole conventionnel au monde, et que l'Iran est la troisième réserve de pétrole conventionnel au monde, et que les Saoudiens n'ont pas tellement envie de voir le retour de la concurrence iranienne massive le jour où il n'y aura plus de sanctions liées au nucléaire et où les raffineries auront été réparées ou recréées, parce que franchement, elles ne sont pas fraîches, les raffineries iraniennes. Bon, ça, c'est pas... donc le conflit n'est pas seulement religieux. Et puis, est-ce qu'il n'existe pas une vieille rivalité, alors je ne sais pas comment l'appeler, culturelle, je déteste le terme civilisationnel, non pas parce que j'ai la langue de bois, ne caractérise pas, mais parce que ça ne veut rien dire sur le plan géopolitique, c'est un concept foireux, les civilisations. Donc, mais au moins sur le plan culturel, quoi, entre le monde arabo-bédouin et le monde perse. Moi je le crois vraiment, et puis, ça se voit, ça se vérifie. Bon, alors voilà, on a aussi cette rivalité-là. Et puis une rivalité institutionnelle, parce que l'Iran est un OPNI, un objet politique non identifié, c'est une république, mais en même temps, ce serait faire injure à la République française de la comparer, naturellement. Donc elle est extrêmement violente et autoritaire, mais en même temps, c'est vrai que ce n'est pas une monarchie ni un empire. Donc factuellement, c'est davantage une république. Oui, mais en même temps, elle est de nature théocratique. Oui, elle est de nature théocratique, mais attendez, c'est pas le Parlement n'est quand même pas... Il y a le guide suprême, oui, qui lui, a priori, est guidé lui-même par
Allah, mais c'est pas vrai du Parlement. Donc c'est un casse-tête ce truc-là, mais c'est intéressant parce que ça correspond pas du tout à la nature du régime, infiniment plus simple, au pouvoir à Riyad. Hein. Pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre ce régime, c'est assez basique, sinon protozoaire. Donc là, on a une vraie rivalité et deux modèles qui s'affrontent au sein de l'islam. Bref, voilà, pour te dire que oui, c'est une guerre froide, mais pas seulement de nature religieuse ou prétendument religieuse, mais sur plusieurs caractéristiques, à plusieurs niveaux. Ouais. Merci Frédéric Ancel. Nous allons à présent passer à la deuxième partie pour parler de la place d'Israël à l'international, quelle ingérence. Donc depuis les accords d'Oslo sous Bill Clinton en 1993, aucun accord de paix n'est allé aussi loin, même si les présidents Bush et Obama songeaient à cette solution à deux États. Seulement avec l'investiture de Donald Trump en 2017, la tendance a changé. Ce dernier n'a jamais défendu une solution à deux États, mais bien un État, celui d'Israël, avec territoire palestinien. Ça s'est confirmé avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le deal du siècle, censé résoudre le conflit israélo-palestinien que le président Donald Trump a voulu mettre en place en 2021. Alors, quelles ont été les conséquences du mandat de Donald Trump pour Israël et le Proche et Moyen-Orient ? Alors, alors, tu as raison de mentionner le président Bush. J'aime bien ton accent. Tu sais que un type que j'aime beaucoup, non, mais je me moque pas du tout de toi. Je vais vous citer. Attendez, tu vas voir qui est-ce que je vais citer. L'un des maîtres des relations internationales. Je suis pas forcément toujours d'accord avec lui, tant s'en faut, mais il fut d'ailleurs. Ça permet, par une petite pirouette, de rappeler que votre bien humble serviteur organise depuis 7 ans les rencontres internationales géopolitiques de la bonne ville de Trouville-sur-Mer. Et cette année, c'est le premier week-end d'octobre. On ne s'inscrit pas, on ne paye pas. Voilà, ça y est, vous êtes prévenus. Voilà. Donc, ce n'est pas une annonce commerciale, j'ai le droit. Et il y a 2 ans, le colloque était consacré aux frontières et le grand témoin avait été Bertrand Badi. Prof émérite à Sciences Po Paris, la grande classe. Et lui, alors pourquoi je le cite parce que lui, je ne sais pas dire comment il prononce Bush, mais par contre, Trump, il dit Trump. Et ça, mais sans aucun problème. Alors là, bon, c'est son petit... pourquoi pas. Donc, alors bon, moi, je vais quand même m'inscrire dans le mainstream, quoi. Je vais quand même l'appeler Trump. Alors, en fait, je vais vous dire, Trump, lors de sa première campagne électorale, au début de sa première campagne électorale, il ne pensait pas devenir président, il s'amusait. Et puis, vers le milieu de la campagne, les sondages indiquent que peut-être, pourquoi pas, par le plus grand des hasards ou des miracles, ou du fait de l'Alabama, il a peut-être une chance. Et là, il commence à beaucoup parler d'Israël, qu'il n'avait jamais intéressé au cours de sa carrière financière, commerciale, n'a jamais investi en Israël, investi dans les pays arabes. Trump n'avait jamais investi en Israël. Je ne suis pas du tout sûr qu'il savait où ça se trouvait sur une carte, puisque quelques années plus tard, une fois président, il demande aux Saoudiens qui l'invitent, quelques mois après son investiture, où se trouve le Qatar. Je ne vois pas pourquoi il aurait davantage su où se trouvait Jérusalem. Donc Trump, il commence à en faire beaucoup sur Israël et sur Jérusalem. Et là, j'entends beaucoup d'observateurs, je lis beaucoup d'observateurs dire à l'époque, il a besoin des Juifs et du lobby juif. Alors, 1, les Juifs américains, ils votent démocrate. 2, ils votent dans des États démocrates et non pas dans les swing states. Donc, la Californie et Washington, d'ici à ce que ça bascule du côté de Trump, là, ça sera l'apocalypse. Alors là, ce jour-là, je veux dire que ça sera vraiment terrifiant. Bon, non, ça se passera pas. Donc, en tout cas, pas avec Trump. 2, 3, Trump est fortuné. Donc il n'a pas besoin de quelques grandes fortunes de la communauté juive qui mettent, comme les États-Unis l'encouragent, comme le système américain l'encourage. Ici, lobby, c'est un gros mot, pas là-bas. On est bien d'accord. Donc le lobby juif, il n'en avait pas besoin. Il se fichait complètement de Jérusalem. Il avait besoin des évangéliques. Moi, je commence ma thèse de doctorat en 93. L'un des premiers chiffres qui me marque beaucoup à l'époque, c'est 40 millions. À l'époque, il y a 40 millions d'Américains qui s'affirment évangéliques. 96 millions aujourd'hui. Non, c'est pas que le solde naturel, sur le plan. C'est pas seulement un taux de fécondité.
Donc là, on a une lame de fond. J'ai évoqué le Brésil tout à l'heure, l'Afrique des Grands Lacs que je connais pas mal, l'Asie du Sud-Est. Il y a à peu près qu'en France qu'on ne le voit pas. Et sur le plan géopolitique, ça a des conséquences tout à fait majeures. Alors pourquoi je bifurque un peu, mais je te réponds. Trump avait besoin de ces gens-là. C'est entre autres grâce à eux, à cause qu'il a été élu la première fois et qu'il a failli l'être la deuxième fois. Bon. Donc il en a, et les évangéliques, alors là on n'a vraiment pas le temps de le faire, mais croyez-moi, c'est un phénomène extrêmement important. Avec l'évangélisme, on a une lecture, on préconise une lecture à la fois politique et prédictive du livre des prophètes. Bon, et les prophètes, dans le canon prophétique, je veux dire, de la Bible, il dit et il annonce beaucoup de choses. Et les grands prophètes, notamment Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, annoncent, lisez-les ou relisez-les, annoncent énormément de choses. Et en réalité, ils s'inscrivent dans une eschatologie juive, liée au peuple juif. Et si vous voulez, les évangéliques considèrent, alors vraiment, je réduis à outrance parce qu'on n'a pas le temps, mais vraiment, intéressez-vous à ce phénomène, c'est tout à fait passionnant, en termes de représentation géopolitique et de conséquences géopolitiques. Et ils considèrent, les évangéliques, que le peuple juif est quelque part le véhicule eschatologique choisi par Dieu pour hâter la venue des temps messianiques. Le Messie étant vraiment Jésus de Nazareth, quand même, pour ces gens-là. Et là, ils divergent beaucoup de la lecture rabbinique, quand même des prophètes. Bon, mais c'est une question de prénom, vous savez. Mais pour parvenir à cette parousie, il faut passer par toute une série d'étapes temporelles qui ont été annoncées par les fameux prophètes, à commencer par les exils, les malheurs, les persécutions, etc. Mais aussi par la suite par le kibbutz galouyot, donc le retour des exilés, le sionisme, évidemment, les guerres, Og et Magog, bref, tout ça. Et les évangéliques ont poussé Trump, comme ils ont poussé d'ailleurs naguère des candidats démocrates. Enfin, ils sont aujourd'hui plus favorables au camp républicain de manière générale, et Trump à être extrêmement favorable à Israël. Trump s'est donc exécuté. Voilà, c'est ça la vérité. Les Juifs américains étaient extrêmement défavorables à Netanyahou. Extrêmement défavorables. Pas Netanyahou. Et les Juifs américains étaient favorables au processus d'Oslo. Et ils étaient défavorables à Trump. Et la cerise sur le gâteau, le comble, c'est qu'une partie très importante, alors je ne sais plus, c'était autour de la moitié, mais c'était déjà beaucoup de Juifs américains, considéraient comme négative la reconnaissance par les États-Unis, sous l'égide de Trump, par décret présidentiel, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est quand même fort en chocolat, ça. C'est-à-dire et la reconnaissance du plateau du Golan par Israël, le 14 décembre 81, comme vous le savez. C'est quand même moins religieusement important que Jérusalem. Et les Juifs américains n'étaient pas forcément favorables. Bref, faisons un sort à ce mythe selon lequel Trump avait désespérément peur de l'électorat américain. De toute façon, ça ne l'intéressait pas, électoralement parlant. Ça ne pouvait pas lui revenir. En revanche, les évangéliques. Alors, pour ce faire, il a promis et il a donné un certain nombre de choses, de garanties, et notamment de reconnaissance. Alors, c'est vrai pour le Maroc, c'est vrai pour les Émirats arabes unis. Pour le Maroc, notamment, c'est le Sahara occidental. Pour les Émirats, c'est des F-35, etc. Bon, écoutez, moi, je pense que, pour te répondre vraiment, pour conclure là-dessus, il n'a pas été positif. Trump n'a pas été positif. Il n'a pas été positif parce qu'il était à la fois juge et arbitre. Alors, le problème, c'est qu'il ne s'est pas du tout intéressé à ce que disaient même les modérés parmi les Palestiniens, qui ne s'intéressent pas au Hamas, c'est une chose. Je pense que le Hamas est un mouvement extrémiste qui joue la politique du pire. Donc là-dessus, je n'en aurais pas voulu. L'autorité palestinienne, si vous voulez, c'est compliqué d'établir de publier le fameux deal du siècle, qui est deal de rien du tout. Il est ni fait ni à faire. Il faut le lire, ce plan, quoi. C'est vraiment. Mais il y a même des fautes factuelles, quoi. C'est mauvais, quoi. C'est mauvais, et ça ne tient pas du tout compte ne serait-ce qu'une partie des revendications palestiniennes. Le comble, là encore, c'est qu'en fait, Netanyahou, qui était Premier ministre, donc comme vous le savez, nationaliste en Israël, qui a chuté il y a quelques mois, mais il n'a pas pavoisé, quoi. Il n'a pas pavoisé. Quelque part, Trump allait trop loin. C'est quand même rigolo. Non, vous ne trouvez pas. Bon, oui, c'est l'humour de Trump. Il allait trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas intéressé, contrairement à ce qu'on croit, à ce que disent ses amis israéliens. Mais parce que ses amis israéliens ne sont pas des amis, ça ne l'intéresse pas, je vous le répète. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de savoir comment
il allait pouvoir satisfaire en interne sa propre réélection grâce aux évangiles, et en externe, comment il allait pouvoir satisfaire son grand vrai allié dans la région, qu'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, il y a quelques années, lorsque ce plan est proposé, lorsque ce deal du siècle est proposé, donc c'est juste après sa première visite, là où il effectue la danse du sabre, en Arabie Saoudite, c'est là qu'il demande où est le Qatar. Je vais vous parler du Qatar, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, c'est à ce moment-là que Trump propose son deal, parce qu'il devait absolument rapprocher, et les Saoudiens le lui ont demandé, rapprocher les Israéliens des Saoudiens. Il fallait en fait tout faire pour protéger le royaume saoudien, qui manifestement, en dépit des centaines de milliards de dollars dépensés ces dernières décennies en armement, n'a absolument pas du tout la capacité de se défendre contre l'Iran et contre qui que ce soit, parce qu'ils ont même perdu la guerre au Yémen, contre des va-nu-pieds. Enfin bon. Donc l'Arabie Saoudite comptait beaucoup sur Trump, énormément. Et là encore, si vous voulez, il y a eu un deal, et le deal passait par la promesse d'achat par l'Arabie Saoudite, solvable, parce qu'à l'époque le baril était relativement élevé, de dizaines de milliards de dollars, de matériel américain à concurrence de plusieurs dizaines de milliards de dollars, je crois que c'était 70 milliards de dollars, pour les prochaines années. Autrement dit, je résume, Trump n'avait pas besoin de la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'est être soutenu en interne et rapporter des contrats très importants de la part de l'un des seuls États qui avait à la fois la volonté et la solvabilité pour lui acheter des matériels militaires à très haute valeur ajoutée. C'est ça la vérité. Et donc de ce point de vue-là, on ne peut franchement pas considérer que... Alors, pardon, je te sais la parole, cure-dent sur la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Lorsque Trump annonce solennellement dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, pas par un tweet, dans son bureau ovale, qui était déjà assez poussiéreux, il n'y allait pas souvent, quand même, il ne fréquentait pas souvent. Donc il y va, et pour montrer toute la solennité et l'importance à ses camarades et alliés évangéliques et certains pays arabes, de la solennité de l'événement, il signe le décret présidentiel reconnaissant la souveraineté israélienne sur Jérusalem, annexé en 67 puis en 80 par les Israéliens, et pareil pour le plateau du Golan. Et ce qui est vraiment très rigolo, là je peux vous le dire, pareil de mes yeux vus, c'est que les Israéliens, en fait, on pourrait imaginer qu'ils ont festoyé, qu'ils ont dansé dans la rue, qu'ils ont triomphé, qu'ils ont tweeté que c'était génial et que vraiment c'est une grande victoire diplomatique. Ils s'en foutent, les Israéliens. Pour deux raisons, une bonne, une moins bonne. La bonne raison, c'est que considère que c'est pas un président américain et c'est pas un président de la galaxie X ou Y, et c'est peut-être même pas Dieu le Père, qui doit décider de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils doivent faire avec ce qu'ils voient, ce qu'ils se représentent comme leur territoire. Entre parenthèses, ils l'ont conquis à la sueur de leur front et au sang de leur corps en 67, Jérusalem, pendant la guerre des 6 jours. Donc, vous voulez, Trump, à l'époque... Donc ça, c'est la bonne raison, aux yeux des Israéliens. Et une moins bonne raison, c'est une forme de... Comment dirais-je, de décomplexification. Bon, ils sont décomplexés sur le plan diplomatique, mais peut-être trop, parce que le rapport de force d'Israël par rapport à ses voisins et à beaucoup d'autres pays sur le plan à la fois économique, technologique, militaire, diplomatique, tu l'as bien rappelé, ce rapport de force s'est considérablement amélioré ces dernières années, à un point... Bennett va voir... Poutine, il discute avec Zelensky, qui est-il pour ça? Qui est-il, quoi? Il est à la tête d'un pays de 9 millions d'habitants qui n'est même pas dans la région. Qui est-il? Bien. Donc le rapport de force, il est extraordinaire, mais il ne faut jamais être trop sûr de soi en géopolitique. Les coups arrivent alors qu'on ne s'y attend plus. Bref, en tout cas, les Israéliens, Jérusalem, le Golan, oui, mais d'accord, mais c'est pas parce que c'est... Il y a aussi une forme d'hubris un petit peu consistante à dire, au fond, que M. Erdogan ou M. Trump ou M. le reconnaissent ou pas, de toute façon, on est assez fort pour... Et il y a cette première raison consistante à dire pour les Israéliens, mais nous sommes fiers des territoires qu'on a conquis nous-mêmes, et donc, ça ne nous étonne pas, et tant mieux s'il le reconnaît, mais à la limite, c'était son problème, s'il ne le reconnaissait pas jusqu'à présent.
Et donc, pour dernière question, que peut-on imaginer comme changement de la politique américaine envers Israël avec le gouvernement de Joe Biden ? Décidément, tu m'humilies parce que, bon, visiblement, tu es parfaitement bilingue, mais même au sens shakespearien du terme. Écoute, alors, Joe Biden est issu de la famille politique américaine la plus proche d'Israël, c'est-à-dire la droite du Parti démocrate. Bon, pendant longtemps, d'ailleurs, ça a été la même chose en France, hein. La droite du Parti socialiste, hein, et le centre et centre-gauche. De ce point de vue-là, il était assez vraisemblable qu'il n'exercerait pas de pression sur le gouvernement israélien, du moins pas trop forte. Alors, le fait est que, même si une partie importante de la gauche du Parti démocrate aujourd'hui est devenue beaucoup plus pro-palestinienne qu'autrefois, et même très très anti-sioniste, anti-israélien, etc., bon, ce n'est qu'une petite partie de son électorat, d'une part. D'autre part, de toute façon, les républicains, dans leur grande majorité, sont favorables aussi à Israël. Donc lui, avec sa pauvre voix de majorité au Sénat, il ne peut pas faire grand-chose. Et puis, après tout, c'est un grand démocrate, donc ce qui a été fait est fait. La reconnaissance de Jérusalem et du Golan sous souveraineté israélienne, bon, bah, son prédécesseur l'a fait, il laisse courir la démocratie. C'est en pratique, il n'a pas eu à choisir en fait. Lui, il ne l'aurait pas fait, mais il n'a pas eu à choisir. Donc ça se maintient. En revanche, il a rejeté le plan, le fameux deal du siècle, qui de toute façon a été rejeté par tout le monde. Je crois que les Émirats arabes unis ont dit « ouais, c'est pas mal comme plan ». C'est-à-dire que les Émirats arabes unis, on fait plus fort que le Likoud. Il faut le faire quand même, hein, on est vraiment d'une vraie proximité. Il n'y a plus beaucoup de conflits entre Israël et les Émirats arabes unis quand même, hein, à ce niveau-là. Bon, donc, c'est, je crois, le président qui ne peut pas agir. En interne, il n'en a pas les moyens politiques. En externe, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fallu gérer le retrait calamiteux d'Afghanistan, qui avait été organisé par son prédécesseur. Il y est pour rien, le Joe. Hein. Il y est pour rien. Et les services de renseignement, s'ils se sont vautrés de manière parfaitement ridicule sur l'armée afghane, bah, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui a négocié directement avec les talibans, c'est Trump. Hein. Bien. Donc, il a quand même fallu gérer ça. C'était quand même plus important que les Palestiniens aux yeux des Américains, c'est moins compliqué. Et puis alors maintenant, avec l'Ukraine et l'Indo-Pacifique, la montée en force de la Chine. Mais oubliez, c'est pas Biden qui va, même s'il avait la volonté de. D'ailleurs, j'ajoute que l'Iran, qui a été évoqué tout à l'heure, est aussi l'un des... Alors l'Iran est assez proche de des questions israéliennes, mais pas tellement des questions israélo-palestiniennes. C'est pas là-dessus que ça se joue. Ça se joue sur le nucléaire, comme vous le savez. Bon, de ce point de vue-là, l'autorité palestinienne n'a pas son mot à dire. Enfin, ils sont complètement... Cela dit, les Palestiniens seraient tout aussi menacés, bien évidemment, pour des raisons géographiques et démographiques parfaitement évidentes, par une bombe iranienne, que les Juifs israéliens, que les Israéliens. C'est une évidence. Hein. Là, y a pas... La bombe, elle ne choisira pas. Hein. Elle ne choisira pas la religion. Hein. Donc, l'Iran est aussi un dossier très très important, qu'il gère assez bien, à mon avis. Je pense qu'il faut revenir à l'accord de Vienne de 2015 avec l'Iran. À mon avis, je pense que c'est un bon accord. Bon, la Trump, encore une fois, a fait n'importe quoi. Mais c'est sans doute pas à court terme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et sans doute pas sous Joe Biden, que le conflit va se... Enfin, que les Américains vont pouvoir se réengager. Or, s'il n'y a pas un réinvestissement politique et accessoirement économique important de la part des États-Unis, on n'y arrivera pas. La Chine ne remplacera pas les États-Unis au Proche-Orient, et je vous laisse imaginer à quel point la Russie peut remplacer quelqu'un au Proche-Orient. Ce n'est pas possible. Ça ne peut provenir que des États-Unis, ou en tout cas être soutenu par les États-Unis, parce qu'Oslo, ça s'est fait entre Israéliens et Palestiniens dans un village en Norvège. Et puis après, ils ont apporté ça sur un plateau d'argent à Clinton, qui a mis tout son poids dans la balance pour les soutenir pendant 7 ans. Mais là, à court terme, c'est pas envisageable, malheureusement. Alors juste avant, pardon, je vous cède la parole. Juste un point que je ne veux pas oublier, parce que c'est vraiment très important, et peut-être que ça va préfigurer des questions. Si vous croisez des gens qui vous disent « Non, mais de toute façon, les Palestiniens, c'est des Arabes », ce qui n'est pas faux, et majoritairement des musulmans, ce qui n'est toujours pas faux. Comme les autres, il y a 22 États arabes, ce qui est toujours vrai. Ça fait 9, 10, 11 millions de kilomètres carrés. Si les Palestiniens ne sont pas contents, ils peuvent aller ailleurs. Alors dites à ces gens-là qu'ils se trompent. Les Palestiniens, ils partiront pas. Ils partiront pas. Et ils se représentent vraiment comme une nation. Si vous rencontrez des gens qui vous disent « Non, mais de toute façon, cette histoire de sionisme, tout, bon, ça va, c'est bon. Oui, il y avait des pogroms
Ukraine, en Russie, enfin dans l'Empire tsariste en fait, qui comprenait l'Ukraine et beaucoup d'autres régions, bon, Pologne, etc., bon, Roumanie. Il y a eu des pogroms et tout, bon, les Juifs sont partis, mais franchement, ça y est, c'est bon, quoi. Il faut faire une grande Palestine laïque démocratique. De toute façon, les Juifs, c'est pas un peuple, c'est une religion. Donc franchement, ces croisades, ces nouvelles croisades, il y en a un peu marre. Puis de toute façon, ils finiront par partir les Israéliens parce qu'ils ont envie de s'amuser aux États-Unis. Alors, détrompez-les aussi, hein. Les Juifs en Israël, ils partiront pas. Ils partiront pas. Leur représentation, c'est pas de se trouver dans une espèce de bastion colonial ultramarin dans une quelconque colonie, sachant qu'on peut rentrer à la métropole quand on en a envie. Hein. Ah, ça marche pas du tout comme ça. Hein. Ils sont chez eux. Hein. Donc, si vous voulez, il y a une seule solution dans ces cas-là. Une seule solution. C'est ce qu'on a abordé tout à l'heure avec vous deux. C'est la négociation et le partage, d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'extrêmement important, parce que, et je conclus un premier, le partage, ça veut dire que la négociation, ça veut dire qu'à terme, il faut une frontière. Moi, je suis très frontière comme mec. Moi, je suis très frontière. Les Juifs et les Arabes, globalement, ne veulent pas vivre ensemble. Qui sommes-nous pour les y contraindre ? Je vois pas là, attendez. On est vrais démocrates, alors on respecte s'ils ont envie. Personne ne dit qu'ils veulent vivre ensemble dans les mêmes villages, les mêmes quartiers. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais puisque personne ne doit être viré de son territoire, en tout cas du territoire qui se représente comme tel, alors on discute, enfin ils discutent, pas nous, mais ils discutent, ils partagent, on trouve une frontière. J'ajoute, et je conclus, aucune frontière n'est intrinsèquement destinée à devenir un front. Ici, la frontière a une sale réputation, c'est ce que je dis dans cet excellent bouquin qui vient de sortir récemment. Pardon. Voilà, c'est un peu commercial, là c'est un peu la honte par contre, là c'est pas trop vil, là c'est comme 1,95 € par livre, c'est un peu la honte ce que je viens de dire. Mais je trouve très bon, parce que je suis d'accord avec ce que j'écris. Donc je rappelle régulièrement que la frontière n'a pas nécessairement vocation à être un front, et que les frontières sont davantage des éléments constitutifs de la paix que de la guerre. Et je pense qu'il en sera de même avec les Palestiniens et les Israéliens. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Ancel, pour cet échange qui nous a éclairé sur le conflit israélo-arabe et la situation au Moyen-Orient. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis. Nous allons désormais passer aux questions du public. Je vous prie de respecter les règles de bienséance et d'attendre que le micro vous soit donné avant de poser votre question. Bonsoir, merci beaucoup. Donc, vous parliez au début de votre intervention de la coexistence de deux nationalismes, d'un côté en Israël et d'un côté dans les territoires palestiniens. Mais ce qui est moins vrai, c'est la coexistence de ces deux territoires avec notamment la balkanisation un peu du... Et vous parliez aussi de la frontière et le fait que cette frontière, elle est décidée un peu unilatéralement par Israël, avec, par le biais de la colonisation... Donc j'ai une question, j'y viens. Et en fait, donc je me demandais, la solution à deux États, finalement, elle est biaisée par cette question des territoires, puisque Israël s'insinue même dans ce qui est censé être, selon la ligne verte et la ligne de partage, des territoires palestiniens. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment une coexistence entre ces deux peuples, puisque l'un se rend chez l'autre, finalement, chacun chez soi, ok, mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, merci. Alors merci ma grande, c'est une très bonne question. Je vais te répondre par deux faits qui se sont objectivement produits. 78-79, je le rappelais, accord de Camp David, puis paix de Camp David, donc octobre 78 et mars 79. Au titre de ces accords, Israël a retiré 100% de ses colons, et évidemment de ses militaires, civils et militaires, sur 100% de la péninsule sinaïtique qu'on voit ici. Ici, je montre comme un imbécile un écran avec un doigt. Bon, vous voyez, c'est là, alors pour le coup, le grand triangle qui se trouve à l'est du Nil, à l'est de l'Égypte et à l'ouest donc d'Israël et de la Jordanie. Pour prix de cette paix, Israël s'est retiré de son... Alors, comme tu as l'air de bien connaître le conflit, tu vas me dire, ouais, mais attends, Célus, attends. Il n'y avait que, à l'époque, 8 implantations, colonies de peuplement, et il n'y avait que 3000 colons à l'époque. C'est vrai. Mais à ce moment-là, moi, je vais te rétorquer que plus récemment, en 2005, au titre de rien du tout, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu d'accord, malheureusement, mais c'est comme ça, mais au titre de la volonté du gouvernement israélien de l'époque, 2005, Israël se retire de 100% de la bande de Gaza et retire 100%
pas 99, 100% de ces colons et des colonies peuplantes. Et là, pour le coup, il n'y a pas 3000, mais 8000 Israéliens qui étaient implantés. Et il n'y avait pas 8 implantations, mais il y en avait 20. Bon. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que, pour 2 raisons, je dis vraiment en une phrase à chaque fois. Je dis ça parce que, d'abord, en 78, 79 et jusqu'en 82, c'était Menachem Begin au pouvoir en Israël. Il n'était pas précisément considéré comme une colombe, quand même. Fils spirituel et politique de Vladimir Zeev Jabotinsky, le fondateur de la droite nationaliste israélienne. Si vous voulez, Begin, il a fait sa campagne électorale en 1977 sur le fait qu'il resterait ad vitam aeternam dans le Sinaï. Il arrive, en quelques mois, il négocie, et c'est lui qui se retire totalement. Et puis le Sinaï, il y a une profondeur stratégique, il y a du pétrole, il y a beaucoup de gens qui y habitaient, enfin pas mal de gens qui y habitaient, il y a du tourisme, pas rien quand même. En 2005, qui se retire de la bande de Gaza? Quel est le Premier ministre à l'époque en Israël? Ariel Sharon. Alors écoutez, ceux qui ont un peu la mémoire longue du Proche-Orient, ils savent que Sharon, qui est mort aujourd'hui, mais Sharon était considéré comme le pire faucon de la classe politique israélienne. Enfin, je veux dire, Sharon, quoi. Et dont le nom est resté accolé à la guerre du Liban en 82, enfin, vraiment. Et il arrive au pouvoir, il est Premier ministre, et puis, ça prend un peu de temps, mais en 4 ans, il décide de dégager. Et dans les 2 cas de figure, la majorité, non seulement de la Knesset par définition, sinon ça n'aurait pas pu se faire, le Parlement israélien, mais la majorité importante, très considérable de l'opinion israélienne est d'accord, dit oui. Alors maintenant, moi je ne te dis pas que c'est pas parce que ça a été fait 2 fois que mécaniquement ça va se refaire une 3e fois. Mais ça s'est déjà produit 2 fois. Et là où tu as raison, c'est que si on prend la carte aujourd'hui actuelle, c'est pas possible, quoi, parce que c'est pas possible de créer un territoire, palestinien, disons souverain, contigu. Bon, alors très bien, mais qui te dit que pour des gouvernements israéliens, alors pragmatiques, tous ne le sont pas, mais dans aucun pays, tous les gouvernements ont toujours été pragmatiques. Qui te dit qu'un gouvernement pragmatique israélien face à une autorité palestinienne pragmatique, au fond, ça va pas être une monnaie d'échange, ces colonies de peuplement, et qu'elles vont pas dégager. Parce que, tu sais, les accords d'Oslo, alors bon, effectivement, ils ont chuté malheureusement, mais il y a eu quand même d'ultimes négociations, les dernières vraies importantes, parce que 2007, Annapolis, ça n'a pas été long. Mais en 2000, il y a eu Camp David 2. Bon, ça n'a pas marché, ça a duré 15 jours, Arafat, Barak, Clinton, ça n'a pas marché. Mais on était arrivé plus loin que ce qu'on avait négocié à Oslo. Et des cartes ont été publiées, alors rien d'officiel, puisque malheureusement ça n'a pas été signé. Mais enfin, les négociateurs étaient arrivés à des cartes qui correspondent, je crois, assez bien à ce que tu espères ou espérais, ce qu'on espère. C'est-à-dire que, de part et d'autre, il y avait des efforts qui avaient été faits, mais surtout de la part d'Israël, puisque évidemment, tu as raison, c'est la puissance principale. Donc, les Israéliens se retiraient, pour faire court, de quelque chose comme 80 à 85% de la Cisjordanie. Bon, Gaza, ils sont partis, mais 80-85% de la Jordanie, en ne gardant que 4 blocs d'implantation dans lesquels on trouve l'essentiel, la quasi-totalité des grandes colonies de peuplement. Moyennant quoi, et qui serait annexé à Israël, moyennant quoi, Israël céderait sur son territoire internationalement reconnu depuis 1948 l'équivalent en surface territoriale. Moi, je crois beaucoup à ça. Moi, je crois que c'est à ça qu'on arrivera. J'espère ne pas me tromper. Je pense que c'est à ça qu'on arrivera. Après, il y a d'autres questions, qui sont des réfugiés, Jérusalem, l'eau, la sécurité. Mais cette question-là, je pense qu'elle sera réglée de cette manière-là. Bonsoir Monsieur Ancel, merci pour cette conférence. Vous avez commencé à parler tout à l'heure du poids sans précédent qu'avait le nouveau Premier ministre israélien, Naftali Bennett, notamment sur le conflit ukrainien, alors que Macron a, semble-t-il, échoué à dialoguer avec M. Poutine. Comment vous expliquez cette réussite de dialogue entre Naftali Bennett et Poutine sur ce conflit ? Alors je serais moins optimiste concernant Bennett et moins sévère concernant Monsieur Macron. C'est-à-dire que le fait que le président de la République française ait tenté à 2 reprises, finalement même 3 reprises, si on compte c'est sa visite juste avant la guerre, il a tenté de dialoguer, d'établir un dialogue stratégique avec Poutine. Bon, il y a eu Versailles, Brégançon, puis il y a eu sa visite. Ça a échoué. Je te l'accorde, les choses sont claires. Qui a réussi ?
à convaincre Poutine de quoi que ce soit. Certainement même pas son ministre de la Défense. Et par ailleurs, si Emmanuel Macron n'avait pas tenté ce dialogue stratégique, est-ce qu'on n'aurait pas été bien inspiré de dire « Ah bah d'accord, d'accord, le déclin de la France. Ok. Alors donc la France est la première puissance de l'Union européenne, puisque les Anglais sont partis, les Britanniques sont partis. C'est la première puissance militaire de l'OTAN sur le sol européen, deuxième puissance économique, et on ne tente pas quelque chose en Europe orientale. » Bon. Donc voilà, je pense que c'est... Mais bien sûr, ça a été un échec. Tu as raison. Mais je pense qu'il faut le contextualiser sur au regard de ces deux points. Maintenant, Bennett. Bennett, il est accueilli par Vladimir Poutine, il y a quelques semaines de cela, pour la première fois depuis le début de la guerre, puisque Poutine, comme vous le savez, n'avait plus accueilli aucun chef d'État et de gouvernement. Hein. Bon. Et bien plus important que cela, M. Bennett s'assoit à côté de M. Poutine et puis il discute, il dialogue. Non mais je veux dire, comme ça, quoi. Non mais, enfin, à côté, quoi. Parce que le Covid israélien, il ne va pas aussi loin. Il ne sait pas sauter aussi loin. Les vaccins israéliens, son notoriété publique, sont tellement extraordinaires que Poutine ne pouvait même pas prendre le moindre rhume à cause de la proximité de M. Bennett. En revanche, M. Scholz, M. Macron, M. Lavrov lui-même, ils sont vraiment tellement dégoûtants et pleins de Covid qu'il fallait les mettre à 8 mètres. Bon, alors ça, c'est de la scénographie géopolitique tout à fait remarquable. Ça veut dire quelque chose. Poutine dit quelque chose. Il dit là, je suis en confiance, on est vraiment extrêmement proche. Alors pourquoi le fait-il ? Je ne vous le rappelle pas, hein, Bennett dirige une coalition une fois près dans un État dont les coalitions sont, à cause de la proportionnelle intégrale, sont complètement ubuesques. Bon, voilà. Lui-même, il a 7 députés derrière lui sur 120. Enfin bon, c'est très fragile. Et puis alors il dirige un pays qui effectivement s'est hissé au 17e ou 18e rang sur les 193 États sur le plan économique. Bon, formidable. C'est quand même pas l'Allemagne, c'est quand même pas les États-Unis, c'est pas la France. Bon. Donc, et puis c'est pas un État du Caucase ni de l'Europe orientale à ma connaissance. Et voilà quoi. Donc lui, quand même, il vient. Donc c'est quand même l'illustration d'une véritable... Maintenant, pourquoi ? Moi, je comprends pourquoi Bennett a intérêt à y aller. Au fond, c'est la traduction de... Mais quel intérêt pour Poutine et Zelensky, parce que Zelensky, lui, il dit « Ah, mais moi, on apprécie beaucoup, nous autres Ukrainiens, votre tentative de conciliation. Hein, donc vraiment, c'est formidable. » Et il l'appelle au téléphone, très bien. Toujours le même fantasme. Alors moi, je le dis souvent, non pas à mes étudiants, non, je ne vais pas avoir d'histoire, mais je le dis souvent, le fantasme, c'est formidable. Enfin, il n'y a rien de plus humain, c'est merveilleux. Enfin, je vais pas, hein, je me fais pas encore virer, c'est bon, pas encore viré, ça va. Donc, mais pas dans le giron des sciences politiques, hein, pas en géopolitique. Quand vous fantasmez, c'est-à-dire quand vous essentialisez une population, vous savez très bien ce que ça veut dire. Vous êtes de bonne humeur. Bon, ces gens-là, on les considère comme positifs, vous êtes de mauvaise humeur, ces mêmes gens-là, on les considère comme dangereux, comme négatifs, et le dernier stade de cette, tout au bout de la logique, vous savez très bien ce que c'est. Le fantasme, ce sont les Juifs américains. Pourquoi sinon ? Pourquoi accueillir quelqu'un qui n'a pas grand-chose à faire sur place ? Monsieur Poutine, ça ne lui coûte rien. À la tête d'une grande puissance pauvre, comme je le dis dans le susmentionné ouvrage, il y a des grandes puissances pauvres et des grandes puissances riches. Les États-Unis, les grandes puissances riches, n'ont pas besoin de faire ça, ils font autre chose. La Russie, Poutine a besoin de projeter de la puissance qui ne lui coûte pas trop d'argent, qui ne lui coûte pas trop, parce qu'il n'a pas grand-chose. Et alors, c'est mercenaires, c'est des images de terreur sur place, c'est des images de terreur de ces Tchétchènes qui sont prêts à rentrer, à aller au front, c'est des mercenaires qui coûtent pratiquement rien parce qu'ils se payent sur la bête en Afrique. Bon, c'est la cyberattaque, tout ça ne coûte pas grand-chose. C'est des slips empoisonnés, enfin bon, écoutez, franchement, des soupes à base d'amanite phalloïde, bon, tout ça ne coûte pas grand-chose. Là, il reçoit en grande pompe, car à 1 mètre, 2 mètres de distance, le Premier ministre de l'État d'Israël, il dit aux Américains, aux Juifs américains, et alors sans doute, peut-être aussi, pour le coup, encore une fois, aux évangéliques, mais là je pense que c'est plus ciblé Juifs américains, regardez à quel point ma proximité avec Israël n'est pas démentie, et souvenez-vous à quel point je les ai autorisés à frapper des cibles iraniennes qui tentaient de s'installer au sud-ouest
de la Syrie en orange ici, face au Golan d'ailleurs israélien. Souvenez-vous-en de ça. Hein. Moi, je pense que ça ne marchera pas. Et d'après ce qu'on peut voir, l'émotion pro-ukrainienne, l'émotion de ce qui est en train de se passer est aussi forte aux États-Unis et chez les Juifs comme chez les non-Juifs que dans une grande partie du reste du monde. Et moi, je pense que ça ne marche pas. Mais ça ne coûtait rien de le faire. Et Zelensky, ça lui coûtait rien non plus de s'adresser au Parlement israélien, parce qu'il s'est adressé à plein de parlements, à la Knesset, et dire, vous savez, nous, Ukrainiens, bon alors, nous, Ukrainiens, quand Zelensky s'adresse aux Israéliens, comment vous dire ça ? Il y a un biais quand même, hein, donc les Israéliens, ils ne le voient pas comme totalement ukrainien. Ou pas seulement ukrainien, du moins. Nous, on a subi aussi ce que vous avez subi, c'est-à-dire la Shoah. Oui, non, alors t'es gentil, là, tout de suite, vous voyez, les Israéliens, ils ont la mémoire extrêmement longue, les Ukrainiens... Voilà. Donc ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher, c'est un discours qui a été catastrophique. Ça n'a pas du tout été pris en Israël comme quelque chose de positif. Des députés sont partis en pleine harangue de M. Zelensky. Bon. Donc, en fait, je crois d'avoir à peu près répondu. C'est-à-dire que c'est réellement avec cette cible, non pas sempiternelle, mais pluridécennale au moins, c'est-à-dire la cible soft power, bien évidemment, hein, sinon économique, cette communauté juive américaine, mais largement fantasmée, je vous l'ai dit, que Poutine a accepté, demandé peut-être, je ne sais pas, en tout cas au moins accepté de recevoir, et dans ces conditions-là, important dans ces conditions-là, Bennett. Alors bonjour et merci. J'aurais une question. Puisque aujourd'hui, vous parlez d'une résolution par la négociation, aujourd'hui, peut-être un peu cyniquement, mais dans la géopolitique mondiale, on raisonne beaucoup lorsqu'on négocie en rapport de force. Et de quel rapport de force peut se prévaloir la Palestine pour négocier avec Israël ? Ah non, mais le rapport de force dans le camp palestinien, il est absolument défavorable. À commencer d'ailleurs par, pour moi, la variable explicative principale de ce rapport de force extrêmement négatif, c'est la division. Quand tu dis la Palestine, mais ça n'existe pas. Mais même sur le plan politique, ça n'existe pas. Ah, j'invente rien. Même les Israéliens, d'ailleurs, de ce point de vue-là, ils n'ont pas inventé grand-chose. Le Hamas entretient un objectif et des stratégies qui sont qui rentrent en confrontation totale, c'est le cas de le dire, avec ceux de l'autorité palestinienne. Ça, et leurs objectifs sont différents. La nature même, d'ailleurs, de ces deux pôles, on va les appeler comme ça, du peuple palestinien, sont différents. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, les Ikhwan, créés en 88 par un cheikh, le cheikh Yassine, qui n'avait pas beaucoup d'humour par ailleurs, qui n'était pas un grand humaniste. Et le cheikh Yassine, il crée le Hamas pour des raisons, alors on va dire politico-religieuses, mais quand vous lisez la charte du Hamas, qui n'a jamais réellement été amendée, on a affaire à un groupe quasi théocratique, quoi. Bon, et qui rejette toute idée de peuple juif, donc bien évidemment de sionisme et d'État d'Israël, ce que ne faisait plus l'autorité palestinienne, ce que ne fait plus l'autorité palestinienne depuis donc les accords d'Oslo. Et là, on peut commencer à discuter. C'est très difficile de discuter avec le Hamas, mais le Hamas est constitué, la tête du Hamas est constituée de fanatiques, mais pas d'imbéciles. Hein. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas détruire Israël avec leurs roquettes, même si elles sont de plus en plus puissantes. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En revanche, ils ont la capacité, pense-t-il, et là je crois que c'est plus réel, ils ont la capacité de porter des coups extrêmement durs, sinon d'abattre l'autorité palestinienne. Soyons pas naïfs. Le Hamas pense arriver au pouvoir à Jérusalem et à Tel Aviv, oui, peut-être grâce à Dieu, grâce à Allah, dans les prochaines décennies ou dans les prochains siècles. D'accord. Mais à leur modeste niveau. Mais non. Mais bien sûr que non. Par contre, ils pensent prendre la tête de l'ensemble du peuple palestinien. C'est-à-dire, en 2007, la bande de Gaza, elle est dirigée par l'autorité palestinienne, évacuée depuis 2005 par Israël. Bon, en juin 2007, donc oui, le Hamas perpètre un putsch. Pas contre Israël, les Israéliens sont partis depuis 2 ans. Il n'y en a plus ni de colons ni de soldats depuis 2 ans. Putsch contre l'autorité palestinienne. Non, c'est une véritable guerre. Alors, après, l'autorité palestinienne a beaucoup de défauts, commencer par le modus operandi démocratique. C'est bon, mais alors en même temps, ils peuvent se prévaloir quand même de ne pas être indépendants et de ne pas être même tellement autonomes face à Israël, donc c'est difficile d'organiser ce scrutin. Tout ça est très légitime. Mais pour te dire qu'ils sont extrêmement divisés. Et puis, le deuxième facteur expliquant et traduisant ce rapport de force extrêmement défavorable, c'est ce qu'on a vu au début de notre entretien. Avant, les Palestiniens pouvaient se prévaloir dans une certaine mesure
d'un certain type de soutien d'une partie du monde arabe. Avant la chute de l'URSS, dans une certaine mesure de l'URSS. L'URSS n'existe plus, je vous l'annonce aujourd'hui. Et le monde arabe, on a vu ce que c'était devenu. Oui, tu as raison. Tu as raison, c'est pour ça que les Israéliens, je pense que les gouvernements israéliens ne sont pas très pressés. Mais ils ont tort de ne pas être pressés. Parce qu'on fait les meilleurs compromis lorsqu'on dispose d'un rapport de force favorable, pas quand on a le couteau sous la gorge. Et les rapports de force, ça change vite. Donc moi, je pense que les Israéliens seraient bien inspirés de reprendre les négociations avec les Palestiniens, de l'autorité palestinienne, mais Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, aurait été bien inspiré de dire au deal du siècle, de dire à Trump qui proposait son deal du siècle, plutôt que de lui dire mais c'est ni fait ni à faire, allez vous faire voir, ce qui était vrai, mais je boude et je parle plus. Au regard de son rapport de force catastrophique, M. Abbas aurait été bien inspiré de dire c'est une base de négociation, elle ne nous convient absolument pas, on prend 1% de tout ça, mais maintenant voilà ce qu'on contre-propose. T'as déjà vu, mon grand, un plan de paix palestinien ces dernières années? Le jour où t'en reçois un, tu me le donnes, ça m'intéressera. Pas vu. Et eux ne peuvent pas se payer ce luxe-là. Moi, je trouve que c'est super mal joué de la part de Abbas, mais c'est pas non plus très bien joué de la part des gouvernements israéliens, parce que, encore une fois, aujourd'hui, on peut au regard du rapport de force général, on peut penser à autre chose, mais on l'a bien vu ces dernières semaines, ces derniers jours. De toute façon, la crise, elle couve, elle est là. De toute façon. Donc il y aura de nouvelles violences, de nouvelles tensions. Il faut régler le problème. Et on le règle mieux de meilleure manière, lorsque on dispose d'un rapport de force favorable. Ce sera la dernière question. Monsieur, merci beaucoup pour l'intervention. Petite question rapide. Comment penser et comprendre les 20% d'Arabes israéliens, en fait? Quels sont leurs velléités, leurs projets? Si, comme vous nous l'avez dit, il y a peut-être un jour 2 États, où iront-ils? Que feront-ils? Enfin, voilà. Certains textes disent que les derniers seront les premiers. C'est une très très bonne question. C'est l'une des plus intéressantes pour l'avenir, parce que ces gens-là, depuis les années 70-80, ne se représentent plus seulement comme arabes israéliens, mais comme palestiniens d'Israël. Vous notez la subtilité? Donc ils se sentent appartenir, ils se représentent appartenir au peuple palestinien. Maintenant, sur leur passeport, il n'y a pas Palestine, il n'y a pas de toute façon, mais tout indique que le jour où il y aura 2 États, ils préféreront rester citoyens d'État d'Israël. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Ou plutôt, à bien scruter la région, comment vous dire ça? Moi, si j'étais palestinien d'Israël, je n'hésiterais pas. Je prendrais peut-être, sans doute, la nationalité palestinienne, en plus. Mais je regarderais à 2 fois avant de quitter l'État d'Israël, qui a plein de défauts, mais qui, sur le plan démocratique et social, présente quand même certains avantages au regard de la quasi-totalité des États de la région. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, mais qui est en droit fil de ça, à l'époque des accords d'Oslo, il n'y avait jamais eu autant, alors précisément en mai 96, lorsque le candidat Pérez joutait contre le candidat Netanyahou, et que Netanyahou l'avait emporté à 29 000 voix près, je crois, le 29 mai 96, jamais il n'y avait eu autant de participation électorale de la part des Arabes israéliens. Ils avaient évidemment presque tous voté Pérez pour continuer le processus de paix. Intéressant. Ils s'étaient inscrits sur les listes électorales. Récemment, très récemment, le quatrième scrutin en moins de 2 ans, parce que vous savez qu'il y a eu une longue crise politico-institutionnelle en Israël ces dernières années, elle s'est conclue finalement par une espèce d'arrangement complètement baroque. Eh bien, les citoyens arabes israéliens n'ont jamais autant voté que depuis justement 96, parce qu'il y a encore une perspective. Et c'était quoi la perspective? C'était de dégager, pour employer un terme utilisé en printemps arabe en Tunisie à l'époque, de dégager Netanyahou, qui objectivement n'était pas très pressé de revenir sur les rails d'un processus de négociation. Vous apprécierez mon sens de la litote. Et donc, on a affaire à une coalition qui aujourd'hui ne tient que par la bonne volonté d'un parti arabe.
Et c'est une première. C'est une première. Alors, c'est une demi-première, parce qu'on ne va pas entrer dans les détails, mais en 95, les accords d'Oslo, en 93, pardon, excusez-moi, les accords d'Oslo ont pu être passés par Rabin et Peres, parce qu'un parti arabe s'était abstenu. Bon, enfin, là, il y a une participation plus active. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce sont le parti arabe, en l'occurrence, est un parti donc arabe-Israël ou palestinien d'Israël, très conservateur, sur le plan religieux, très conservateur. Intéressant. Il y en a d'autres qui sont laïcs, proches des anciens partis communistes, mais celui-là, ça ne l'empêche pas de soutenir cette coalition, qui pourtant compte en son sein des nationalistes israéliens, et à sa tête, un porteur de kippa. M. Bennett est nationaliste, sioniste religieux, il est nationaliste, et il est pro-implantation. Oui, mais les Arabes israéliens ou les Palestiniens d'Israël, là, se disent, en tout cas, lui, le chef du parti arabe, à tout prendre. Soyons plutôt à l'intérieur. À l'intérieur, on peut orienter ou réorienter des politiques gouvernementales, d'une part. D'autre part, obtenir davantage d'acquis sociaux, parce que si on n'est pas là, personne ne nous écoute, on n'intéresse personne parce qu'on n'a pas de poids électoral. C'est très astucieux, c'est très intelligent et c'est très citoyen. Et donc je pense que ça ne me rend pas, cette question ne me rend pas pessimiste. Je pense qu'à terme, le jour où il y a un accord avec deux États, la frontière ne sera pas, heureusement, elle ne sera pas ethnique ou ethno-religieuse. Un mot affreux, quoi. Parce qu'il y aura, du côté israélien, encore aujourd'hui, il y a 2 millions, un petit peu moins de 2 millions d'arabophones, parce qu'attention, il y a les arabes musulmans, les arabes chrétiens, il y a les druzes, c'est tout à fait autre chose, les bédouins, c'est encore autre chose, mais enfin, on va dire 2 millions d'arabophones, donc non juifs, et je pense que ces gens-là, pour l'essentiel, resteront en Israël. J'ajoute d'ailleurs que pour ceux qui en douteraient, les citoyens arabes israéliens ou palestiniens d'Israël ont quasi toujours été très loyaux à l'État d'Israël. Et s'il y avait une tension, et la boucle sera bouclée, je crois, s'il y avait une guerre religieuse ou un conflit de nature religieuse, tel que je l'ai combattu depuis le début de la soirée, on n'aurait jamais pu assister à cette paix civile quasi totale existant entre ces deux groupes de citoyens au sein de l'État d'Israël. Merci, Monsieur Ancel, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je tenais aussi à remercier mes camarades Léa et Juliette qui ont fait un travail remarquable. Je remercie également Isegoria, l'association Isegoria, et vous, public, d'être venus. Nous avons une conférence la semaine prochaine avec le général Paloméros et nous vous attendons nombreux. C'est rigolo. La vérité, c'est